Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Catherine Sédou, qui est représentante de Diabète Fribourg, pour parler d'un enjeu majeur de santé, le diabète, et en particulier le diabète de type 2. Ensemble, on va explorer comment le sport santé peut devenir un allié essentiel pour prévenir et gérer cette maladie chronique qui touche de plus en plus de personnes, malheureusement. Catherine, bienvenue sur le Hopcast. Merci Thomas. Merci à toi d'avoir accepté d'échanger autour de cette thématique du diabète. Plaisir. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à l'audience qui nous écoute, nous parler un peu de ton parcours, tes spécialités et aussi du rôle de Diabète Fribourg? Tout à fait. Alors, je m'appelle Catherine Sédou, je suis infirmière de formation. Rapidement dans ma carrière, je me suis spécialisée pour soigner des personnes atteintes de diabète. J'ai dirigé pendant une quinzaine d'années le poste, À l'hôpital de Tudiane, voilà. Ouais. Et puis, depuis février de cette année, j'ai repris la fonction de responsable de Diabète Fribourg. Et voilà, donc je suis responsable de l'équipe, j'ai une formation de management. Et puis, l'objectif, c'est de développer l'association pour servir au mieux les patients diabétiques. Et en quelques mots, on va reprendre cette partie encore en fin d'épisode, donc restez bien jusqu'à la fin de cet épisode. Mais en quelques mots, qu'est-ce que fait Diabète Fribourg? Alors, Diabète Fribourg, comme je dis, donc, sert finalement la cause des patients diabétiques. Donc, on donne des conseils diététiques, des conseils de diabéto aux patients. On organise des journées de prévention, des journées de promotion de la santé autour du diabète. On participe à des actions comme Maybe les Sugar en mai, la journée mondiale du diabète qui est le 14 novembre de chaque année. On fait du dépistage, on va vers la population, on forme aussi les professionnels de santé au diabète et encore plein d'autres activités. On vend du matériel aussi. Okay. À tarif préférentiel pour que les gens n'aient pas quelque chose à mettre de leur poche en plus de la quote-part. Voilà. Puis, beaucoup de choses. Et en quelques mots, qu'est-ce que le diabète, si tu pouvais l'expliquer vraiment pour le grand public et comment il affecte notre corps? Oui, alors le diabète, c'est une maladie chronique qui survient en fait quand le pancréas n'arrive plus à sécréter suffisamment d'insuline ou alors que les cellules du corps n'arrivent pas à utiliser correctement cette insuline. Ce qui fait que, grosso modo, le taux de sucre augmente dans le sang. Et puis, comme on a besoin d'énergie pour vivre, on a cette insuline qui n'est plus capable, en fait, de favoriser l'entrée du glucose dans les cellules. Et on a la glycémie qui reste élevée, donc le taux de sucre qui reste élevé dans le sang, et par contre la personne manque d'énergie et n'arrive pas correctement à nourrir ses muscles avec le glucose. Et puis on sait qu'il y a deux types de diabète, le type 1 et le type 2. Le type 2, c'est celui qui touche la majorité des personnes, donc presque 92% des cas, c'est du diabète de type 2. Quelle est sa particularité de ce type 2? Alors la particularité du diabète de type 2, contrairement au diabète de type 1, c'est qu'il n'est pas une fatalité, même si on verra qu'il y a des facteurs héréditaires possibles, mais en adoptant une hygiène de vie particulière, on peut éviter en fait ou retarder l'apparition du diabète de type 2, donc c'est quelque chose qui n'est pas une fatalité. Et puis en gros, le diabète de type 2, c'est une résistance à l'insuline qui survient particulièrement en lien avec un mode de vie qui peut être inadapté au maintien en bonne santé. Et puis, c'est comme ça qu'on devient diabétique. Et pourquoi cette forme de diabète, donc le type 2, apparaît le plus souvent après 40 ans ou plus on avance en âge? Après 40 ans, c'est vrai qu'après 40 ans, déjà, on est un petit peu mieux installé dans sa vie. On a des meilleurs moyens financiers. Donc, souvent, on accède à la bonne bouffe, les bons restos. Donc, gentiment mais sûrement, on prend du poids, surtout au niveau abdominal. On est aussi dans une période en général de vie active où on est de plus en plus stressé. Le stress favorise aussi la survenue de ce genre de maladie. Et puis, qu'est-ce que je dirais encore par rapport au diabète?
On a aussi un métabolisme qui ralentit avec les années. Déjà à partir de 40 ans, on parle par exemple pour la femme de périménopause. Donc c'est vrai qu'on voit que les ovaires déjà fabriquent moins d'oestrogènes. Pour les hommes, c'est une diminution de la testostérone et ça aussi, ça favorise un petit peu l'embonpoint. Et on est aussi dans un mode de vie de plus en plus sédentaire. Et toutes ces choses liées à peut-être des prédispositions génétiques en plus font qu'on est plus sujet au diabète effectivement à partir de la quarantaine et plus. Donc ce qu'on voit déjà avec ce que tu dis, c'est qu'on peut avoir un réel impact sur beaucoup de ces éléments pour favoriser positivement le diabète. Exactement. Ou le développement du diabète. Exactement. Quels sont les symptômes à surveiller quand on n'est pas encore été du coup diagnostiqué avec du diabète ou du prédiabète, et est-ce qu'ils sont toujours visibles dès le début? Oui, alors, non, malheureusement, les symptômes ne sont pas visibles dès le début. Okay. Au contraire, le diabète de type 2 donc, est une maladie vraiment très sournoise qui va se développer de manière très insidieuse et silencieuse pendant plusieurs années. On parle en général de 7 ans de développement de cette maladie pour avoir l'apparition des premières complications. Okay. Pour cela, il faut être attentif à certains signes qui pourraient alerter avant. Alors, il y a certaines choses, donc on en a parlé, l'hérédité. Si on a un père, une mère ou quelqu'un qui a déjà le diabète dans la famille, il faut être sensible à ça. Une femme qui aurait fait un diabète pendant sa grossesse serait effectivement possiblement sujette à développer un diabète de type 2 si elle ne fait pas attention par la suite. Donc ces réactions de l'algastérine-là, c'est bien de régulièrement, chez son médecin traitant, par exemple une fois par année, de se faire dépister. Ensuite, il y a des petits signes avant-coureurs qui peuvent alerter la personne, mais des fois, ils ne sont pas écoutés. Typiquement, une personne qui va avoir soif, qui va avoir plus fréquemment l'envie d'uriner, elle ne va peut-être pas faire attention. Ça va être aussi peut-être la vue qui change. Une personne après 40 ans qui doit changer de lunettes 3-4 fois dans l'année, il faut qu'elle se pose peut-être la question, tiens, c'est bizarre. Si elle voit moins bien les couleurs, ça peut aussi être un signe de diabète. Ça peut être aussi des signes comme des picotements, des fourmillements dans les membres, les mains, les pieds, qui pourraient se dire, tiens, c'est bizarre, est-ce que ce n'est pas une complication déjà du diabète qu'on appelle une neuropathie? Ça peut être aussi des gens qui ont la peau sèche, des démangeaisons, c'est nouveau, ils n'avaient pas ça avant, ils ne se baignent pas plus que d'habitude, mais voilà, une peau qui sèche, des démangeaisons, des infections qui surviennent, par exemple fréquemment des infections urinaires à répétition, sans raison particulière. Et puis, quelque chose qu'on sous-estime aussi des fois, une petite infection, voilà, j'ai une petite lésion de grattage, et puis cette lésion, elle ne guérit pas aussi vite qu'avant. Voilà, c'est tous des petits signes qui peuvent alerter et se dire, tiens, est-ce que ce n'est pas un symptôme d'un diabète mal équilibré? D'où l'importance aussi d'aller se faire un contrôle, dépister régulièrement, d'aller faire un contrôle chez son médecin. Exactement. Ouais. Et quelles sont les complications potentielles si c'est mal géré le diabète déjà, ou même ses premiers signes? Alors le diabète mal géré, quel que soit le type de diabète finalement, va vraiment engendrer des complications de deux types principalement. Une atteinte des nerfs, donc on appellera ça une neuropathie, ou une atteinte des vaisseaux, les petits et les gros vaisseaux. Donc atteinte des nerfs, ce que les gens connaissent parfois, c'est la neuropathie du pied diabétique. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'auront plus la sensibilité au niveau des pieds, qui vont pouvoir marcher sur une punaise, se planter une punaise dans le pied et pas le sentir. Ou bien qui vont marcher avec des chaussures trop petites, faire des cloques et ne pas sentir. Ou alors, paradoxalement, qui auront des douleurs au niveau de leurs pieds quand ils se couchent, par exemple le poids du duvet qui les dérange, qui leur fait mal, alors qu'il n'y aurait pas de raison que le poids d'un duvet fasse mal aux pieds. Donc ça, voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'atteinte des vaisseaux, donc les petits et les gros vaisseaux. Les gros vaisseaux, c'est vrai que ça va boucher les artères coronaires. Ça peut malheureusement être aussi, l'infarctus par exemple, peut être la première manifestation objectivable d'un diabète de type 2 qui est latent depuis plusieurs années. Donc des fois, c'est malheureusement avec un de ces symptômes qu'on découvre la maladie. Ça peut être aussi l'atteinte des petits vaisseaux, donc là, ça va atteindre les petites artérioles des yeux, des reins. Donc on peut arriver, si on ne fait rien du tout dans les situations les plus dramatiques, à vraiment
avoir une vue qui diminue énormément, un rein qui ne filtre plus, besoin d'aller en dialyse. Et puis aussi, si on imagine bien un pied qui est blessé, qu'on n'a pas senti la blessure et qu'en plus on a les artères qui sont endommagées, il y aura une mauvaise oxygénation de la plaie et il y aura une mauvaise cicatrisation. Voilà en gros les... Ouais. Il y a beaucoup de complications possibles. De quoi un peu quand même faire peur, mais exactement, du coup ça permet de réagir assez vite parce qu'on sait que ça me permet de faire la transition, on sait qu'il y a pas mal de moyens pour influencer positivement du coup le développement d'un diabète. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si on commence à détecter les premiers signes, dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter d'aller trop loin dans ces complications? Tout à fait. Alors la première chose, je pense vraiment, c'est d'en parler à son médecin. C'est vraiment de prendre un rendez-vous et puis objectiver. Il n'y a pas d'autre manière qu'une prise de sang pour objectiver un diabète de type 2. Donc là, voilà, il y a l'histoire et puis après le médecin qui va objectiver Donc lui, il va mettre en place certaines mesures. Pas forcément tout de suite des médicaments, parce que finalement, on dit toujours qu'il y a les 3 piliers pour équilibrer un diabète. C'est agir sur l'alimentation, donc se faire conseiller par une diététicienne pour avoir des conseils nutritionnels pour réadapter son alimentation. C'est une activité physique régulière à reprendre souvent, parce que c'est vrai que les gens, ils y font pas attention. Et puis la troisième chose, c'est que vraiment si avec l'alimentation et l'activité physique, on n'arrive pas à rediminuer les glycémies, on va pouvoir ajouter un traitement pour pouvoir rééquilibrer le diabète. Donc quand je parle de rééquilibrer le diabète, ça veut dire ramener les glycémies le plus proche possible de la norme pour éviter toutes ces complications. Et tu me parlais en off d'un 4e pilier. Oui, alors en off, je disais que finalement, je rajouterai un 4e pilier qui est vraiment l'accompagnement psychologique de la personne. Parce que c'est vrai que souvent, une personne qui a un diabète, c'est difficile à accepter, hein. C'est une maladie chronique qui ne part pas. Une fois que le diagnostic est posé, c'est à vie, même si on peut l'équilibrer avec tout ce que j'ai dit avant. Donc c'est vrai que la personne peut être dans le déni, ou alors elle peut effectivement se protéger, hein, à travers une maladie comme le diabète, qu'il y ait un surpoids, à des traumatismes vécus dans l'enfance, et puis c'est un petit peu une protection pour des choses plus graves. Et puis si la personne ne peut pas l'exprimer, ne peut pas en parler, effectivement, ça va être compliqué de pouvoir avancer positivement avec elle pour régler ce diabète. Puis il y a aussi pas mal de personnes des fois qui se trouvent dans une situation de pré-diabète. Oui. Donc là, c'est pas encore chronique. Donc là, on peut encore avoir une influence pour que ça ne devienne pas le vrai diabète. Enfin, exactement. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais tu as compris ma question. Non, mais tout à fait. Alors, tu as tout à fait raison. Il y a la période où on est dans une phase normale, hein, on est dans le vert, j'ai envie de dire, donc tout va bien. Il y a la phase rouge, ça veut dire que le diagnostic de diabète est posé et on ne peut pas faire marche arrière, mais on peut quand même équilibrer le diabète. Et puis, on a une phase entre deux qui s'appelle la période d'intolérance au diabète. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir pour éviter au diabète de s'installer définitivement. Ça veut dire que pendant ce temps-là, le pancréas, il a encore la capacité à guérir, hein, à se régénérer pour redevenir dans une zone verte ou rester dans cette zone d'intolérance au glucose, mais le plus proche possible de la normale. Donc, tu voulais compléter encore? Non, mais donc effectivement, on peut dans cette période inverser la vapeur et redevenir quelqu'un en bonne santé. Puis tu parlais d'un des premiers piliers qui est l'alimentation. Est-ce que tu as, ta première expertise en diététique, mais dans le sens, est-ce que tu as quelques pistes sur quels éléments jouer pour améliorer son prédiabète ou diabète? Alors, je ne vais pas parler à la place de la diététicienne, effectivement, mais c'est vrai que l'important, d'après la diététicienne, c'est vraiment de manger de tout en quantité raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un régime draconien, d'enlever tout le sucre, et puis voilà, c'est souvent une croyance, hein, diabète égale sucre. C'est pas forcément le sucre qui va donner le diabète, c'est plutôt justement la bonne bouffe, la nourriture un peu grasse, effectivement aussi le sucre qui va péjorer les glycémies, mais c'est surtout une alimentation riche en graisse, des produits de plus en plus raffinés,
des produits qui ne donnent pas forcément de la satiété, par exemple la fast-food où il n'y a absolument pas de fibres dans le menu, on n'aura pas l'effet de satiété et on va manger vite et on aura faim 2 heures après. Donc c'est vraiment un peu à ce niveau-là. J'aime bien leur message des fois aux diététiciennes qui disent mais finalement toute personne devrait manger comme une personne qui a un diabète. L'équilibre dans l'assiette, c'est pour tout le monde. Et puis, donc voilà, c'est de mettre en place vraiment des repas équilibrés, adaptés aux besoins de la personne, parce que c'est sûr que quelqu'un qui fait de l'activité physique, ou bien un homme par rapport à une femme n'aura pas les mêmes besoins voilà, en calories et en énergie. Et puis, voilà, je pense que c'est le sucre, effectivement, ben voilà, on va déconseiller de prendre des boissons sucrées quand on a déjà trop de sucre dans le sang, mais c'est pas parce que quelqu'un va boire des boissons sucrées qu'il va forcément devenir diabétique. C'est un petit peu le... Donc il n'y a pas que le sucre qui peut donner le diabète. Et puis de favoriser, souvent en fait on ne mange pas assez de protéines comparé aux glucides, enfin aux féculents, si on veut dire plus grand public. Exactement. Et du coup des fois on devrait inverser un peu ce ratio d'avoir plus de protéines, ce qui permet de créer aussi plus de muscles si après on s'entraîne derrière. Et du coup le fait de créer plus de muscles a un rôle métabolique qui va aider aussi dans le diabète. Et voilà. Puis en âge, aussi, plus on avance en âge, c'est clair qu'on perd aussi la masse musculaire. Donc c'est important de la maintenir aussi. Donc, exactement. C'est vrai qu'il y a toute la pyramide alimentaire qui a été revue là, récemment. Mais en gros, si on retient que dans l'assiette, il faut à peu près la moitié de l'assiette en fruits et légumes, un quart de l'assiette en protéines et un quart de l'assiette en féculents, on est déjà pas mal dans les proportions. Tout à fait. En gros. Mais c'est vrai que les protéines aussi, c'est important. Elles ont un effet rassasiant aussi. Et puis, effectivement, une bonne énergie pour la masse musculaire. Tout à fait. Et puis du coup, on prend le deuxième pilier qui est le mouvement, l'activité physique. Quel est son rôle dans la gestion et prévention aussi du diabète? Alors déjà, quand on est diabétique, l'activité physique va déjà permettre à la glycémie de diminuer. Donc ça veut dire que ça, c'est déjà la première chose. Ça veut dire que si, par exemple, je passe à table, je mange, je suis diabétique, idéalement, il faudrait que je prenne l'habitude, après le repas, d'aller faire une petite promenade digestive, où on va remarquer que la glycémie, voilà, de quelqu'un qui ne va pas aller se promener, elle va monter assez haut, pour enfin redescendre gentiment. Une personne qui va manger la même chose et qui va se mettre en mouvement après le repas, la glycémie va monter mais beaucoup moins haut et va redescendre plus vite pour revenir à la normale. Donc ça, c'est déjà important. Ça évite le coup de barre aussi après le repas. Oui, exactement. Tu disais le deuxième point, tu allais continuer. Alors le deuxième point, c'est effectivement que l'activité physique régulière va justement permettre de maintenir cette masse musculaire dont on a besoin. C'est vrai que le corps plus il sera musclé, plus il va consommer d'énergie. Donc c'est vrai que il vaut mieux avoir un corps musclé, mais il ne faut pas non plus être un bodybuilder. Mais voilà. Et puis l'activité physique va justement permettre de perdre du poids, mais j'ai envie de dire de perdre du bon poids. Ça veut dire que quelqu'un qui ferait un régime alimentaire drastique sans se faire aider, sans un coach sportif à côté, elle va fondre au niveau musculaire et ça va avoir un effet inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que la personne, elle perde cette ceinture abdominale graisseuse qui est délétère pour la santé, donc qui est mauvaise pour la santé. Et puis, cette ceinture abdominale, elle est graisseuse, elle est difficile à perdre. Donc, c'est vrai qu'il y aura des exercices adaptés, il y aura une alimentation pour favoriser justement de stocker autrement les graisses. Il ne faut pas maigrir trop vite. Donc c'est vraiment important de se faire accompagner, conseiller et puis surveiller. C'est vrai que des fois on va être trop drastique et puis du coup on se dit je vais plus rien manger. En fait ça fait l'effet inverse parce que du coup le corps il se met en mode famine et du coup il va stocker encore plus parce qu'il dit je manque de nourriture donc il faut. Exactement. Puis il y avait une doctoresse américaine qui disait, qui dit toujours, on n'est pas dans une épidémie, je ne sais pas si les mots exacts, mais en gros, c'est-à-dire ça, on n'est pas dans une épidémie d'obésité, mais dans une épidémie de muscles, en gros, de manque de muscles, quoi. Pour mettre au centre que le rôle métabolique au fait, de ce muscle et l'importance de celui-là. Et à nouveau, on ne parle pas de bodybuilding, quoi, on parle de muscle santé. Exactement. Tu rejoins un peu cette... Tout à fait, ces muscles qu'on perd justement parce qu'aujourd'hui, on est très sédentaire, on est toute la journée assis sur une chaise derrière un bureau, on prend le bus ou la voiture pour aller faire les courses. Si on ne se fait pas livrer les courses à la maison, on prend l'ascenseur plutôt que les escaliers. Donc voilà, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, effectivement,
on fait plus suffisamment d'activité physique. C'est ça. Puis après, je rajoute ma petite touche, mais c'est vrai que souvent après, on parle de marcher. Oui. Et ce qui est important, c'est une base. Dans les recommandations, on doit être en mouvement, de couper toutes les périodes aussi où on est assis de manière prolongée ou couché. Mais après, des fois, on oublie un peu l'aspect justement renforcement musculaire. Puis en fait, il n'y a qu'un seul moyen pour. Alors oui, en marchant, on renforce un peu nos muscles, mais pour renforcer les muscles, on a besoin de les mettre en charge. Donc il faut travailler sur ça. Puis ça, c'est aussi une partie des recommandations, mais que des fois, on oublie un petit peu au quotidien les personnes. Pour les personnes de plus de 40 ans, et particulièrement avec celles qui vivent avec le diabète, quel type d'activité tu recommanderais à ces personnes? Alors justement, pour revenir à ce qu'on a dit avant, c'est vraiment dans le quotidien d'essayer au maximum de rester en mouvement toute la journée le plus possible. Donc au bureau, peut-être négocier avec son patron un bureau qui puisse monter, descendre, pour qu'on puisse alterner des positions assises, des positions debout, prendre l'ascenseur prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, s'arrêter un petit peu plus vite si on prend le métro, le bus ou le train pour marcher un peu pour aller jusqu'au travail. Après, en plus de ça, je dirais que quotidiennement, il faudrait aussi faire une activité physique soft même, donc de la marche, du vélo. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place facilement. On se rend compte aussi qu'après 40 ans, de continuer à être actif en faisant son ménage, en faire ses courses, toutes ces choses-là font que voilà, c'est toutes ces petites mobilisations quotidiennes cumulées qui vont faire que déjà on aura une bonne base. Après, l'idéal, ce serait aussi plusieurs fois par semaine de renforcer effectivement sa masse musculaire avec des exercices. Alors, il y a des gens qui ne vont pas aimer peut-être, je sais pas moi, les groupes ou par exemple de se dire ok, 3 fois par semaine je vais nager, ça va mobiliser un petit peu toutes les parties du corps, peut-être en plus de la natation faire un peu d'aquagym ou des choses comme ça, ou bien de venir pousser des portes comme chez vous pour dire ok, moi je viens faire du renforcement musculaire en plus de la dépense calorique quotidienne que je fais par des mouvements réguliers. Oui, tout à fait. Il y a déjà une bonne base, comme tu dis, qu'au quotidien, la personne peut déjà faire par elle-même. Exactement. Et puis après, c'est clair, si on veut aller de manière plus structurée, plus suivie, c'est clair que c'est intéressant d'après, je ne vais pas dire le contraire, de se faire accompagner, mais c'est vrai qu'il y a déjà des choses qu'on peut faire dans son quotidien qui sont importantes. Exactement. Parce que des fois aussi, il y a l'inverse, c'est que des fois, il y a des personnes qui se reposent sur une de séances du type qu'on peut proposer à Hope Santé, mais qu'après au quotidien, il y a aussi même des sportifs d'élite qui font leurs entraînements, ils ont plus d'entraînement aussi, mais qui peuvent être sédentaires en fait, parce qu'ils font 8 heures par jour ou plus de chaises ou canapés, et puis qu'après on s'entraîne 45 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie, quoi. Donc en fait, il ne faut pas tomber dans l'autre schéma non plus, c'est que l'important c'est justement les deux au quotidien, d'être actif le plus possible, plus encore après renforcer sa musculature. Exactement. Ouais. Et puis je trouve que c'est important dans ces périodes où justement on est accompagné par exemple par une diététicienne, de pouvoir aussi avoir un coaching sportif, dans le sens où si on maigrit et qu'on maigrit trop vite ou qu'on maigrit mal, effectivement comme je le disais tout à l'heure, on va perdre de la masse musculaire. Et puis des fois on a des patients diabétiques par exemple qui nous disent ouais mais bon, moi je suis découragée parce que depuis que vous m'avez dit de faire du coaching et tout ça, plutôt que de perdre du poids, j'en ai pris. Mais finalement, je leur dis, mais quand on analyse vos glycémies, est-ce que vos glycémies, elles se sont péjorées ou elles se sont améliorées? Et là, souvent, les gens disent, ah non, elles se sont améliorées. D'ailleurs, mon médecin me dit que j'ai une meilleure moyenne qu'il y a 6 mois. Je dis, donc, vous avez pris du poids, mais vous avez amélioré votre hémoglobine glyquée, la moyenne. Et ils me disent, oui. Et je dis, effectivement, parce que vous avez développé vos muscles et que vos muscles, ils vont consommer du sucre et qui vont aider votre corps à stabiliser le taux de glucose dans le sang. Et c'est vrai que ça, pour les gens, s'ils ne sont pas accompagnés, c'est décourageant parce qu'ils font tous les efforts possibles, ils font les exercices qu'on leur donne, ils suivent le coaching, ça peut être aussi avec une tablette, ou voilà, ils font des exercices, ils suivent, et puis ils prennent du poids plutôt que d'en perdre, et ils se découragent. Ces mêmes personnes, des fois, je leur dis, mais est-ce que vous avez dû changer de taille de pantalon Et puis là aussi, ils sont toujours interpellés parce qu'ils se disent, c'est vrai que j'ai pris du poids, mais j'ai refait un trou à ma ceinture.
bonne nouvelle. Ouais. D'accord. C'est ça. Mais Voilà. comme quoi, il ne faut pas s'attacher aux chiffres sur sa balance. Exactement. C'est une référence, ça donne une indication, mais souvent, effectivement, en tout cas, si je dois un peu conseiller à ce niveau-là, c'est de ne pas regarder ça. Ce serait mieux d'aller encore plus si des personnes sont dans une phase pré-diabète ou avec une maladie, c'est de faire la composition corporelle en fait, pour voir le ratio entre masse musculaire et puis masse graisseuse. Puis c'est cette masse graisseuse qu'on cherche à éliminer. Exactement. Et pas le poids sur la balance, qui peut en plus varier d'un jour à l'autre naturellement, quoi, en fonction de ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, etc. Exactement. Donc voilà, se détacher, et puis c'est des bons points que tu as dit après, pour pas se décourager, parce que souvent après on voit la balance, on dit, oh, non, ça change rien, et puis du coup après on repart dans les mauvais comportements, et puis du coup après on influence négativement la maladie, quoi. Exactement. Quelques peut-être précautions aux personnes qui ont du diabète et qui aimeraient se mettre dans une démarche de plus de mouvement ou de renforcement musculaire pour qu'ils puissent intégrer dans leur quotidien ce sport santé en toute sécurité. Alors, la première chose, je pense, importante, c'est de ne pas vouloir aller trop vite et avoir des résultats trop vite tout de suite. Il faut vraiment prendre le temps, il faut écouter son corps et puis il faut progressivement augmenter le temps d'activité physique par jour. C'est-à-dire quelqu'un qui fait rien, qui est sédentaire 8 heures par jour, si d'un coup il part et il va marcher 2 heures la première soirée, le lendemain il sera courbaturé, il ne sera pas bien, il sera découragé. Après, une personne qui aurait des traitements comme l'insuline ou des antidiabétiques oraux qui vont permettre de sécréter plus d'insuline, il faut qu'ils fassent attention de ne pas partir en hypoglycémie pour garantir leur sécurité. Parce que c'est vrai que s'ils se mettent en mouvement, ils vont à un moment donné avoir leur glycémie qui va diminuer. Et s'ils font un effort trop fort par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils risquent d'avoir des manques de sucre. Donc là, il faut aussi qu'ils se fassent conseiller par la diététicienne, par le coach, pour dire, OK, voilà, si vous faites une activité physique de telle intensité, vous peut-être pensez à prendre une petite collation de 15 grammes de glucides, et puis pour un autre, voilà. Donc des petits conseils comme ça pour éviter... Après, important, on sait, si on est diabétique, qu'on peut avoir des complications au niveau des pieds, neuropathie. Donc veillez à avoir des bonnes chaussures, vraiment contrôler, des bonnes chaussures de marche ou des bonnes chaussures de gym. C'est important aussi. Et puis, je pense que là, on est déjà dans une bonne sécurité, j'ai envie de dire. Quels sont les risques d'une hypoglycémie pour une personne diabétique? Alors, c'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, une télé qu'on met en veille. Ça veut dire que la personne, si elle n'a plus assez d'énergie, si elle n'a plus assez de sucre, elle risque de passer dans les pommes. Ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un organe qui n'a pas besoin d'insuline pour fonctionner et pour utiliser le sucre, c'est le cerveau. Donc, c'est pour ça que je dis c'est comme une télé qu'on met en veille. Ça veut dire qu'on tombe dans les vapes parce que tout le sucre va au cerveau et puis le reste du corps se met en pause. Si on ne fait rien du tout, à un moment donné, la personne, elle va revenir à elle gentiment parce qu'il y a des mécanismes. On mange 3 fois dans la journée, mais on a besoin d'énergie 24 heures sur 24. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on mange, une partie du sucre qu'on va absorber va être utilisée de suite et une partie du sucre va être stockée dans le foie. Et si on tombe comme ça dans les vapes pour une hypoglycémie sévère, le foie il va se mettre en route et il va relâcher du glucose dans la circulation pour que la personne revienne à elle. Mais c'est vrai que c'est bien d'éviter cette phase parce que si on tombe en hypoglycémie, on peut chuter, on peut se blesser, ça peut faire très peur aussi à l'entourage. Donc voilà, il vaut mieux prévenir. Et puis, donc dès qu'on a les symptômes de l'hypoglycémie, dès qu'on ressent ces symptômes, qui je rappelle sont l'étranglement, la transpiration, la faim, vraiment on pourrait vider le frigo, il faut vraiment se dire, oh là là, je contrôle ma glycémie. Et puis si on n'a pas le temps parce qu'on se dit non, je suis vraiment trop mal, on ne cherche même pas à contrôler la glycémie, on prend directement 4 sucres ou 2 décis de jus d'orange, on remonte la glycémie et puis après
on analyse. Ouais, exactement. Ouais, mais d'où l'importance, si des personnes vont se mettre plus en mouvement, d'avoir toujours avec elles du sucre pour être prêt si jamais. Puis comme tu dis, éviter de partir en étant déjà un peu fébrile. Rapide. Et si elles veulent continuer leur activité physique, des sucres plus lents, comme je sais pas, des Darvida ou des choses comme ça, pour faire une petite collation. Si elle continue l'activité physique, très vite, le sucre rapide qu'elle a pris, il va redescendre. Donc il faut quelque chose pour tenir dans la durée. Et si on revient sur toutes les initiatives, les actions que vous menez avec Diabète Fribourg, est-ce que tu peux nous redire un peu, ou même certains exemples d'actions que vous avez menées ou vous êtes en train de mener actuellement? Alors, c'est vrai qu'on mène beaucoup d'actions auprès du grand public pour sensibiliser justement sur qu'est-ce que c'est le diabète, comment on le diagnostique, comment on l'évite. Donc là, dernièrement, on a eu l'opportunité de faire une exposition à Mora sur le diabète pour sensibiliser les gens. On a des petits ateliers où on leur montre par exemple des aliments, puis ils doivent dire tiens, il y a combien de graisse et combien de sucre dans cet aliment. On a des ateliers de dépistage, donc on fait des glycémies au bout du doigt. On ne pose pas un diagnostic de diabète avec une glycémie au bout du doigt, mais on peut quand même avoir une idée selon le résultat et orienter la personne vers son médecin. Dans ces journées-là, par exemple, on va effectivement favoriser l'activité physique. Par exemple, là, à Mora, il y avait des vélos de spinning et un rameur pour que les gens puissent faire de l'activité physique. Et puis, c'est un peu le symbole de dire, tiens, voilà, tous les pas connectés, enfin, tous les tours de pédalier connectés, tout ça, ça nous permettait de récolter des fonds pour mettre en place des actions pour le diabète. Voilà, ce genre de choses. On fait des activités dans l'année, comme par exemple au mois de mai, il y a une action de manger moins de sucre. Donc là, en partenariat avec les supermarchés, voilà, tous les supermarchés, on ne va pas en citer un particulièrement, mais on mène des actions où, par exemple, la diététicienne va accompagner les personnes dans le magasin pour apprendre à lire les étiquettes et puis voir qu'est-ce qu'elles peuvent manger, pas manger et en quelle quantité. Ou alors, quand elles sortent du magasin, on observe un petit peu ce qu'il y a dans le caddie, puis on demande aux gens, voilà, ça c'est des carrés de sucre, vous pensez qu'il y a combien de carrés de sucre dans tel aliment, tel aliment, tel aliment? Et là, toujours la diététicienne qui va dire, mais ok, il y a des bons sucres, et puis il y a une phase où, voilà, on a le ratio, et puis tout ça, c'est du sucre en trop qui va se transformer en graisse, donc des choses comme ça. On organise des groupes, par exemple des groupes de parole ou avec des patients diabétiques qui peuvent échanger entre eux, se donner des petits conseils. J'aimerais qu'en 2025, on mette en place justement plus d'activités focus, activité physique. Donc par exemple, pourquoi pas, on est en train de voir pour participer par exemple au Mora Fribourg, s'inscrire pour la marche ou bien d'autres activités. On aimerait aussi, il y a une clinicienne qui est en train de se former, qui aimerait mettre en place un groupe de patients qui seraient autonomes pour justement aller marcher avec les plus motivés, qui entraîneraient les autres. Voilà, ces choses-là pour mettre les gens en mouvement. Et après, c'est sûr qu'on a aussi tout un volet d'accompagnement, donc avec les conseils qu'on donne, expérimentés, entre les consultations médicales, de suivre le patient pour qu'il puisse tenir aussi dans la durée. Ça, c'est vous qui faites à un côté... Alors, on fait avec les médecins qui nous adressent les patients. On est vraiment en complémentarité du suivi chez le médecin qui est une fois par trimestre, une fois par semestre ou même une fois par année. C'est important que les patients puissent venir régulièrement et puis comme ça on regarde avec eux un petit peu les valeurs de glycémie, ce qu'ils ont mis en place, on analyse avec eux, tiens, là vous étiez un peu haut, qu'est-ce qui s'est passé, et puis qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous auriez pu aller marcher à ce moment-là pour diminuer un peu votre glycémie, ou voilà, des choses comme ça. Du coup, vous avez à Diabète Fribourg beaucoup de personnel soignant dans les équipes? On est une petite équipe, on est une dizaine de personnes. On est essentiellement composé d'infirmières spécialisées en diabétologie. On a les infirmières qui font toute la prévention au niveau des soins des pieds, donc pour éviter effectivement les complications dont on a parlé tout à l'heure. Donc eux, ils font vraiment de la prévention. Et puis on a aussi la diététicienne. J'aimerais un jour qu'on ait peut-être un ou une psychologue pour accompagner justement au niveau du coaching mental. Et puis après des partenaires comme vous ou comme d'autres pour justement mettre en mouvement les personnes. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Comme ça, on a vraiment un petit peu tous les partenaires ensemble
pour accompagner la personne sur la durée. Ouais, c'est top d'avoir une approche pluridisciplinaire. Et, ouais. Après, à Diabète Fribourg, on propose aussi des conseils psychosociaux pour ces personnes, parce que c'est vrai que c'est compliqué de gérer un diabète sur le long terme. Ça représente aussi des coûts, ça représente un investissement personnel, ça impacte la personne, ça impacte la famille, le conjoint, les enfants. Donc voilà, on a aussi cette action qu'on peut mener auprès des personnes. On donne des cours en groupe aussi. Par exemple, il y a un cours qui s'appelle « Cours mieux vivre avec le diabète ». C'est sur prescription médicale, c'est pris en charge par la LAMAL, et c'est vraiment un cours où on voit avec les patients diabétiques type 2, en groupe, ces fameux 3 piliers pour équilibrer un diabète. Donc on pratique avec eux vraiment une période d'activité physique où on leur fait prendre la glycémie avant, pendant, après. On expérimente avec eux parce que voilà, parfois, durant l'effort, la glycémie augmente. Les gens, là aussi, se découragent et ne comprennent pas. Mais finalement, après l'effort, dans la période de récupération, le muscle, voilà, il consomme du sucre et la glycémie, elle diminue de manière différée. Des choses comme ça. Est-ce que vous faites de la sensibilisation chez les plus jeunes? Parce qu'on voit que le diabète, maintenant, commence à toucher de plus en plus jeunes. Oui, alors diabète effectivement, type 2. Ouais, tout à fait. Alors, on fait de la sensibilisation, effectivement, au niveau des plus jeunes. On aimerait aussi développer plus dans les classes, des programmes vraiment, voilà, sur comment manger sainement. Là, prochainement, on va faire alors, c'est pas tout à fait pour les types 2, là, c'est plutôt pour les enfants type 1, mais finalement, quand on touche les enfants type 1 qui sont dans une classe, on touche aussi tous les enfants et on peut parler justement du diabète et de comment il se développe. On fait des ateliers de cuisine, par exemple. Comment on peut confectionner, je sais pas moi, des biscuits de Noël qui sont sains. Et puis, ça peut toucher tous les enfants, toutes les catégories. Donc c'est vrai que c'est important de sensibiliser les enfants. On a aussi des campagnes qu'on peut mener. Voilà, par exemple, j'aimerais aussi mettre en place l'été, qu'on puisse aller par exemple au bord d'une piscine en plein air et puis qu'on puisse sensibiliser les jeunes et puis à ce qu'ils prennent comme goûter ou comme 4 heures, parce qu'on voit, moi je suis toujours interpellée quand je vois des fois, quand je vais en piscine l'été, les gamins qui sont au bord de la piscine avec les chips, le soda, les frites, la mayonnaise, et voilà, et c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est en plus chez ces jeunes, on voit ils sont très sédentaires aussi, notamment les écrans. Et voilà, c'est encore une autre thématique. La nourriture, effectivement, comme tu en parles au bord de la piscine, mais même au-delà de la piscine, souvent c'est pas très sain. Et du coup, déjà rien que ces 2 facteurs-là favorisent en fait le développement d'un diabète. Exactement. Et puis j'en parlais sur un des épisodes, dans les premiers épisodes avec le professeur François Carré, qui faisait vraiment une grande alerte, parce qu'on commence à avoir des maladies que normalement on développait plus âgés, plus vieux, et maintenant ça se développe à partir de même avant la trentaine ou vers la trentaine, déjà de développer justement des diabètes ou d'autres maladies déjà chroniques presque, donc à cet âge-là, Donc c'est vrai que je pense qu'un point crucial pour le futur de nos petits jeunes. Ça fait longtemps que l'OMS parle d'épidémie mondiale du diabète, alors que c'est pas contagieux. Ça aussi, et c'est vrai que moi, ce qui m'interpelle, c'est effectivement qu'on voit des gens de plus en plus jeunes arriver avec un diabète de type 2. Et c'est vrai que même des fois, les médecins au départ, ils disent bon, c'est un diabète type 1, c'est étrange, non, puis c'est plutôt diabète type 2. Et quand ils confirment que oui, c'est un diabète type 2, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est de plus en plus. Et puis il y a de plus en plus presque le surpoids devient presque finalement une norme, Exactement. Et c'est un peu inquiétant à ce niveau-là, Bon, essayer de faire bouger ces jeunes aussi. Exactement, il faut bouger en famille, c'est ça, en famille. Une bonne méthode. Ça permet de créer du lien aussi. Exactement. Okay. Et puis c'est vrai que dans les écoles, voilà, nous on est mandaté, Diabète Fribourg, on est mandaté pour aller dans les écoles pour informer les enseignants et les enfants de la classe quand ils accueillent un enfant diabétique de type 1. Mais je pense que ça serait bien aussi de pouvoir avoir les moyens d'aller dans les écoles et puis de sensibiliser sur le diabète de type 2. Et là, on a un projet avec le Lions Club, pour ne pas le citer, mais on a un projet d'aller de faire circuler une expo dans les CO et dans les écoles
pour sensibiliser justement les jeunes à la malbouffe et au risque de diabète et d'autres maladies cardiovasculaires, voilà, ou l'hypertension, ou des choses comme ça, on n'en parle pas. Mais... Donc c'est vrai que je pense que d'en parler, de faire des quiz, de faire des posts, c'est important. Vraiment de dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est quand même beaucoup trop sédentaire, avec une bouffe facile, des plats préparés, et voilà. Et lundi kebab, mardi McDo, c'est pas bon. Ouais, clairement. Clairement. Est-ce que vous avez des activités spécifiques pour encourager le sport santé, ou c'est un peu des idées que vous avez pour le moment? Bon, tu m'as parlé des groupes de marche. Oui. Alors ça, c'est un peu les idées qu'on a. C'est vrai que pour l'instant, à Diabète Fribourg, on n'a pas encore mis beaucoup de... Enfin, on n'a pas mis en place des activités physiques spécifiques où nous, on a plutôt tendance à orienter justement nos patients vers Hope Santé ou vers des clubs de marche, de randonnée. Par exemple, en Gruyère, il y a des clubs de marche régulièrement. Il y a on leur donne les adresses. Vous mettez en relation. Exactement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore mis en place un programme vraiment nous. Après, ça serait bien effectivement de créer des partenariats comme ça, où on se dit, tiens, ensemble, je t'ai sollicité il n'y a pas longtemps pour sensibilisation auprès du grand public, de se dire, on y va ensemble et puis on explique vraiment, on expérimente aussi, on répond aux questions des gens sur l'alimentation, sur l'activité physique et puis sur la physiopathologie de la maladie. C'est important. Top. Merci beaucoup pour cet échange, les précieux conseils que tu nous as donnés. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais faire passer aux personnes qui nous écoutent? Je pense qu'effectivement, il faut bouger, il faut oser bouger, il faut se dire que c'est possible, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition physique. Grâce aux professionnels, on peut adapter un programme vraiment aux besoins de la personne. Et je pense que c'est ça. Il n'y a jamais de petits pas indispensables. Il faut y aller, quoi. Il faut oser. Moi, je me souviens, peut-être pour conclure, je me souviens toujours d'une dame qui avait une trentaine d'années, qui était vraiment, comme on dit dans le jargon médical, en obésité morbide, donc très, 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 très forte, et qui faisait passer 130 kilos. Et je lui disais, ce serait bien que vous perdiez 400 kilos. Déjà, c'est un bon début. Puis elle me disait, qu'est-ce que vous voulez que je perde 400 kilos? À quoi ça servirait de perdre 400 kilos? De toute façon, j'en pèse 125 ou 130. Et là, je me souviens que j'avais pris un pack de 4 litres de lait. Et j'avais fait monter les escaliers avec le pack de 4 litres de lait. Et après, sans le pack de 4 litres de lait. Et j'ai dit, c'est seulement 4 litres, donc 4 kilos. Et elle m'a dit, ah ouais, ça change. J'ai dit, voilà, c'est la méthode des petits pas. Et je pense que c'est important de... Voilà. Chaque petit effort est positif pour sa santé. Exactement. Voilà. Parfait. L'effet cumulé. Exactement. Tip top. Où est-ce qu'on peut retrouver Diabète Fribourg? Est-ce que vous avez un site internet, réseaux sociaux? Oui, on a des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On est dans différentes antennes. On a une antenne aux Ligues de Santé à Saint-Nicolas-de-Flux à Fribourg. On a une antenne à Ria. On a une antenne à Bilance. On a une antenne à Gand. Donc on est dans plusieurs districts. Mais vous faites des actions, vous êtes à différents endroits, à certains événements. Exactement. Et en plus, vous avez vos locaux. Exactement. Donc là, on mettra aussi tous vos coordonnées aussi dans la description. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier, les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Aussi, aller partager cet épisode, mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça nous donne toujours de la force pour continuer à développer tout ça, continuer à diffuser les messages, à échanger. Et encore une fois, merci pour tout ça. Et merci pour l'invitation aussi, parce que c'est vrai que c'est agréable de pouvoir promouvoir ensemble la santé. Merci. Merci. À bientôt.